Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Docker et plus spécialement Docker sous Windows. Donc une vidéo qui va s'adresser je pense essentiellement aux débutants sur Docker, ceux qui n'ont jamais utilisé la solution ou alors ceux qui voudraient se renseigner un petit peu plus sur la version Windows. Donc on va commencer par un grand classique, à savoir la présentation du concept, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on puisse leur montrer, leur présenter rapidement finalement quel est le concept de base de Docker. Donc on le retrouve ici sur le site officiel. En fait, on voit que Docker est présenté un peu comme une évolution du système historique des virtual machines. Donc les virtual machines, le système historique, on le retrouve ici à droite, ça c'est ce qu'on avait avant, qui tourne toujours très bien d'ailleurs. Comment ça fonctionne? C'est en fait, vous avez un serveur dédié sur lequel vous installez un hyperviseur, à savoir VMware, Proxmox ou VirtualBox par exemple. Et à partir de là, vous pouvez définir des environnements cloisonnés dans lesquels vous allez installer des OS complets, quoi. Donc on le voit bien ici, des VM, des virtual machines. Donc chaque VM va faire tourner finalement une machine complète. On pourrait imaginer qu'en fait une VM c'est un snapshot d'un disque dur dans lequel on va faire tourner l'OS, tous les softs et les librairies dépendantes, plus l'applicatif. Donc ça historiquement ça marche très bien. Moi je l'ai pas mal utilisé au boulot sous Proxmox. C'est très, très utile, il n'y a pas de souci, mais bon, on voit quand même ici sur le schéma qu'il y a quand même un gros défaut, c'est qu'en admettant qu'ici je lance 3 VM Linux, donc je vais pouvoir faire tourner mes apps A, B, C comme on le voit ici, mais je me retrouve quand même ici avec une grosse perte, c'est-à-dire que je vais installer 3 fois le système Linux en fait. Donc bon, déjà dans un premier temps c'est du gaspillage disque, bon, enfin ça, bon, vu le coût des disques durs aujourd'hui, c'est pas vraiment un problème, mais c'est surtout que ça va être une perte en ressources CPU forcément, quoi. Donc Docker est un peu arrivé pour essayer de remédier à ce problème. Donc quelle a été l'approche? C'est qu'en fait ici, en vrai, on fait plus tourner des VM, mais ils ont choisi d'appeler ça des containers, dans lesquels on va juste mettre l'applicatif, plus les dépendances, les librairies, les softs installés spécifiquement pour l'application, etc. Donc comment ça fonctionne? En fait ça va se reposer cette fois-ci sur directement l'OS natif. Là par exemple il y aura un Linux, historiquement de toute façon c'est apparu sur Linux. En fait Docker va communiquer avec des composants noyaux euh, de Linux, à savoir les LXC ou les cgroup, pour créer un environnement cloisonné. À partir de là, on va déployer une image qui va contenir uniquement vos dépendances plus votre application. Donc, alors premier point qu'il faut noter, c'est que Docker, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la solution, au final ne fait pas tout. On voit bien que ça repose sur des briques fonctionnelles du noyau pour gérer la virtualisation. Docker n'est pas un logiciel de virtualisation. Il communique avec la couche noyau de l'OS pour ouvrir, créer ses containers, les détruire, et les gérer. Donc Docker, lui, va plutôt se concentrer sur la création d'images, la gestion de ces images qui va affecter dans les containers, ce genre de choses en fait. On est plus du côté vraiment... pour prendre une analogie qui me paraît... qui est un peu tirée par les cheveux, mais qui résume assez bien la situation, on pourrait essayer de comparer ça à au logiciel de montage d'ISO et autres, qui est plus trop d'actualité maintenant forcément, puisque bon, le DVD c'était un peu mort, mais disons à un moment où les lecteurs DVD avaient tendance à disparaître, on se retrouvait avec des ISO qu'on récupérait ou qu'on échangeait, et puis on appelait un petit logiciel de gestion de drive virtuel, finalement pour pouvoir monter ces ISO. Donc on avait bien deux applis distinctes. On avait un logiciel type Burn DVD, ce genre de choses, Burn ISO, enfin bref. Et de l'autre côté, on appelait un logiciel qui permettait de gérer des drives virtuels. Et en fait, Docker, là, à ce niveau-là, lui, se situerait plutôt au niveau
de tout ce qui est DVD burner, ce genre de choses, quoi. Hein. Il fait essentiellement gérer des images. Alors l'autre point qui est intéressant de noter ici, c'est que on remarque quand même que ça pose un petit problème parce que si je suis sur Linux, j'installe Docker, bon bah pas de souci, je vais communiquer avec les composants noyaux Linux et l'XE, ces groupes pour gérer les conteneurs, mais bref, comment ça marche sur Windows? Parce que on n'a pas de Linux, donc comment ça peut fonctionner? Alors là, en effet, c'est là qu'on se rend compte que le diagramme est un peu incomplet. Ça c'est un peu le cas idéal dans lequel on tourne sur une solution Linux, mais sous Windows, ce diagramme-là ne représente pas la réalité des choses. Sous Windows, en fait, il y a une couche supplémentaire qui est installée ici, c'est qu'on va utiliser encore un hyperviseur. Donc historiquement, c'était à la base sur Windows 7, c'était VirtualBox qui avait été préconisé par Docker, dans lequel on injectait une VM Linux, et en fait on se retrouvait ici entre Docker et Lost Operating System, c'est-à-dire Windows, on avait une brique supplémentaire qui était en fait une VM Linux, et en fait Docker utilisait la VM Linux pour gérer, virtualiser, pour gérer ses containers. Donc franchement, ça fait 2-3 ans, oui bien 3 ans que ça tournait, je l'avais un peu essayé, c'était fonctionnel, mais ça restait quand même très lourd. VirtualBox, bon, il a ses défenseurs, mais moi je dois vous avouer que j'étais pas trop convaincu, c'était plutôt lent. Je vous dis même au final, lorsque j'ai essayé ça, je me suis dit autant rebooter carrément, installer un dual boot, ça va aussi vite, quoi. Donc bon, moi finalement ça m'a pas spécialement convaincu. Lorsque je devais faire du développement sous Windows, je revenais avec la solution classique .point, quoi. Bon, faut savoir que tout ça a complètement changé hein, depuis que Docker a entièrement vu sa solution avec Docker Native, en partenariat avec Microsoft d'ailleurs. En fait, donc l'hyperviseur qui était utilisé, VirtualBox, il a été supprimé. Aujourd'hui, on utilise en fait l'hyperviseur natif de Windows qui est Hyper-V. Donc comment ça se présente? On va aller voir ça de suite. Voilà. Donc là, vous l'avez ici sur ma machine. Bon, j'ai le PC classique et puis j'ai un ordinateur virtuel qui est nommé Mobile Linux VM, voilà, sur lequel a été affecté 2 Go de RAM. Donc en fait, c'est là-dessus va se baser Docker. Il va communiquer avec la couche Mobile Linux VM pour gérer ses containers. Donc, ce qui explique un peu que voilà comment ça peut fonctionner sur Windows. Hein. Donc alors un autre point, c'est au niveau des requirements, parce que je vous parle d'Hyper-V. Mais bon, faut savoir quand même qu'Hyper-V n'est disponible que sur Windows 10. Donc voilà, ce qui met déjà les points sur les i. Les dernières versions natives de Docker sous Windows, vous devez impérativement les faire tourner sur Windows 10. Donc si vous n'êtes pas sur Windows 10, si vous êtes toujours sur Windows 7 ou autre, vous pouvez oublier. Je crois que les systèmes historiques fonctionnent encore, et là-dessus je dois vous avouer que je me suis pas trop renseigné. Surtout que bon, maintenant quand même on est quand même assez nombreux à être sur Windows 10. Quoi. Donc l'autre point, en fait, pour que ça puisse fonctionner, c'est que vous devez avoir la virtualisation qui est activée sur votre PC. Alors ça, c'est pas compliqué. Pour le contrôler, vous allez dans le gestionnaire des tâches et en performance. Et c'est affiché ici. Voilà. Donc ça, si c'est à off, vous oubliez, ça marchera pas. Alors, ce qui est peut-être le cas pour vous, parce que moi personnellement, lorsque j'ai changé ma machine, c'était à off. Donc c'est une option. Il faut savoir que c'est une option qui s'active en fait, qui est gérée au niveau du hardware de votre pros et qui s'active dans le BIOS. Donc là vous allez le trouver ici en fait. En général, là vous avez l'exemple pour un BIOS type EFI Asus. Hein, donc en général vous avez dans la configuration du CPU, vous allez trouver une option du type Intel virtualisation de technologie, vous le passez à on. Voilà, vous rebootez, vous relancez, théoriquement c'est actif. Quoi. Donc à savoir pour AMD, vous avez quelque chose d'assez équivalent, il n'y a pas de souci. Hein, je sais plus comment c'est VMD ou quelque chose comme ça. J'ai pas vraiment retenu le nom parce que je suis plus sur Intel, mais bon, logiquement il n'y a pas vraiment de problème.
Donc à partir de ce moment-là, si vous êtes sous Windows 10, que vous avez votre virtualisation qui est active, bon, tout est bon, vous pouvez normalement vous pouvez installer Docker normalement sans souci. Alors là, ça va se passer ici. Voilà, vous avez le classique, vous avez son Docker, regardez le téléchargement, donc on va proposer version entreprise, bon ça c'est pas pour nous. La version Linux qui est ici, et en fait vous avez le Docker Desktop qui est proposé sur Mac ou Windows, donc il vous suffit de prendre ça. Donc qui vous proposera, alors c'est la même chose qu'en dessous évidemment, mais bon, on retrouve l'engine, le machine, enfin plein de composants, il y a même d'autres choses en plus type le Kubernetes et autres, bon, qui nous servira pas pour nous, ça c'est plus pour du déploiement dans le cloud, mais en gros, vous avez tout intégré en un, c'est un bête soft à télécharger, vous l'installez, voilà, vous aurez peut-être un reboot à faire, mais franchement, c'est vraiment très simple et bundlé comme il faut. Donc là, on va aller le récupérer, voilà. Donc premier point, il faudra vous créer un compte, parce que sinon vous ne pourrez pas le récupérer. Donc ce qui vous servira, parce que de toute façon, ça vous donnera un accès au hub avec un compte personnel, ça on le verra plus tard. Mais donc vous créez un compte plutôt facile, voilà, puis vous récupérez simplement la version stable qui est ici, puis vous l'installez comme n'importe quel logiciel. Alors à partir du moment où vous l'aurez installé, vous aurez la petite icône de baleine qui tournera ici. Donc, alors ça met un petit moment à s'initialiser. Vous verrez sur l'icône, il y a une petite animation avec les containers qui se chargent et qui se déchargent. Bon, ça remplace un peu le sablier. Puis une notification Windows si vous ne voulez pas désactiver qui vous indique lorsque c'est prêt. Donc voilà, mais vraiment très tranquille là-dessus. Comparé à l'ancien système qui tournait sur VirtualBox, fallait chercher une VM, la monter, configurer ça manuellement. C'est le jour et la nuit. Là, c'est vraiment c'est streamliné, vraiment très bien. Donc ensuite au niveau de la config, donc quand vous allez le lancer, vous allez retrouver une petite fenêtre de ce genre-là qui va vous demander tout simplement de renseigner vos identifiants. Donc c'est pas indispensable, mais enfin moi je vous conseille de le faire quand même parce que vous serez connecté à votre hub, tout pareil, on voit ça un peu plus tard. Donc et ensuite au niveau des settings, pareil, c'est assez transparent. On va aller voir ça ici, hop, voilà. Donc voilà, en bref, vous indiquez si vous voulez que ça boot de soi-même, vérification des updates, bon, très classique quoi. Alors là vous avez l'expose daemon sur localhost sur le port 2375, mais là on vous demande si vous voulez utiliser le TLS ou pas. Alors le TLS c'est un protocole assez équivalent, enfin un protocole solution assez équivalente au SSL. Donc moi personnellement, si c'est pour un environnement de développement domestique, bon, honnêtement je me suis pas cassé les pieds à configurer les certificats, donc je l'ai ouvert. Donc bon, après honnêtement ça va pas, le démon, logiquement vous allez pas trop l'utiliser et jouer avec vous-même. Moi je l'ai installé parce que personnellement il est géré par PHP Storm, donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez voir l'état des VM directement disponible depuis PHP Storm, l'état de vos containers, etc. VM container donc plutôt. Mais en dehors de ça, on est sur un modèle client-serveur type à la MySQL, sinon ça se passe en ligne de commande sous CMD ou PowerShell. Enfin, que vous l'activiez ou pas, ce sera pas un souci, quoi. Si vous utilisez PHP Storm, vous voulez profiter un peu de l'intégration qu'ils ont faite avec le démon Docker, bon, c'est pratique, mais dans le cas contraire, vous pouvez vous en passer. Alors, Share Drive, ça, bon, c'est pour votre partage de ressources, parce qu'en fait, vous allez pouvoir mapper, évidemment, des ressources Windows sur les conteneurs que vous allez monter, c'est évident, vous allez travailler sous Windows sur classique avec votre Explorer et votre espace de travail type vos fichiers vont être automatiquement mappés sur le conteneur qui va bien pour Docker. Donc là, vous avez on va dire que ça c'est un peu une configuration générique où vous ouvrez le partage disque par disque.
Donc là, moi j'ai partagé le lecteur D. Évidemment, ensuite, en fonction de vos images, vous pourrez affiner. C'est pas tout le lecteur qui est partagé. C'est juste, ça c'est plus, on va dire, un main switch dans lequel vous dites, bon bah, j'autorise l'accès sur le drive D. C'est une sécurité qui fait qu'on n'ira pas toucher à votre autre lecteur. Donc ensuite, dans Advanced, bon bah là, moi j'ai laissé tel quel. Donc ce qui est, on retrouve ici, ben voilà, la mobile Linux d'Hyper-V qui est présente ici. On retrouve les 2 Go de RAM que j'avais alloués. Donc là, bon, franchement, ce sera en fonction de votre système. Moi, personnellement, j'ai laissé ça tel quel, j'y ai pas touché. Ensuite, sur le réseau, idem, je suis resté en configuration par défaut. J'ai pas modifié quoi que ce soit. Le proxy, moi personnellement, j'en ai pas, donc je l'ai pas configuré. Ensuite, le démon, ben en fait, idem, hein, j'ai tout laissé en standard. Encore une fois, de toute façon, si c'est pour faire du développement web en local, c'est pas quelque chose que vous allez beaucoup utiliser. Kubernetes, c'est pareil, c'est essentiellement pour des clusters. Donc bon, là c'est plus pour nos amis les admins, hein. Moi personnellement pour du dev web, toujours pareil, on passe. Et voilà, au final, vous voyez, c'est assez simple, hein. On a fait le tour, voilà, ça tourne, et à partir de là, bah, vous êtes prêt à pouvoir l'utiliser. Donc prochaine étape, bah, on va commencer à lancer les commandes de base. Donc là c'est pareil, vous allez vous retrouver ça ici, hein, Get Started with Docker for Windows. Donc voilà, on utilise un terminal. Donc là, moi je reviens ici. Donc là, je crois que je suis sur PowerShell, hein, il me semble. Enfin bon, peu importe, un CMD PowerShell, ça tourne. Hein. Alors, Docker version. Donc bon, juste vérifier, voilà. Donc rien de particulier. Alors, premier concept intéressant, on va récupérer une image. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de faire un Docker run hello world. Voilà, donc là en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il m'a expliqué qu'on va reprendre un peu ici. Voilà, il n'arrive pas à trouver en local l'image Hello World. Donc à noter les 2 points latest, on va voir ça plus tard. Donc comme il la trouve pas en local, il va aller voir sur le hub Docker, et essayer de la récupérer. Donc il la récupère, ensuite il exécute, il la lance. Donc ça vous affiche un message Hello from Docker. Voilà, donc tout ça pour ça, hein, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose au final, mais enfin, je dirais que l'intérêt de cette image vraiment basique, c'est tout simplement de vous montrer que l'installation fonctionne bien, que là, en fait tout ce que ça a fait, c'est monter une image d'un Linux minimal, qui est juste pour but de renvoyer dans la console le message Hello World. Donc on vous le demande ici, hein, voilà. Avec le client, c'est-à-dire ça en fait, les commandes Docker sont connectées au démon. Le démon a récupéré l'image Hello World, a créé un nouveau container dans lequel il a lancé l'image Hello World, il l'a exécuté. Donc l'exécution en fait de cette image, elle fait que sortir Hello from Docker. Donc en fait le démon a récupéré la sortie texte, et vous la renvoyez dans le terminal. Bon, vraiment, c'est très bête. C'est pas très utile. Le seul intérêt, je vous dirais, il est quand même de bien vérifier que ça fonctionne. Donc là, on vous dit quand même d'aller voir justement qu'est-ce qui s'est passé, d'où vient ce Hello World. On vous explique qu'il n'a pas pu le trouver en local, donc il a été récupéré sur le hub. On va aller voir tout de suite le hub en fait. Donc le hub, il se présente ici. Voilà. Donc toujours pareil, hein, si vous êtes inscrit, connectez-vous, hein, parce que bon, le hub, bon, ça porte son nom, hein, c'est un peu comme GitHub, mais au lieu de hoster du code, on va hoster des images. Donc si vous êtes connecté, vous aurez votre propre espace pour stocker vos propres images. Donc ça c'est plutôt intéressant, hein, surtout si vous voulez partager avec d'autres personnes. Donc on va explorer les images, voilà. Donc là, nous, ce qu'on avait, on avait le Hello World qui doit être quelque part, voilà, on l'a récupéré ici. Donc, hop, on va aller cliquer dessus, voilà. Donc comment ça se passe? Voilà, on retrouve les fameux tags, hein, vous voyez ici. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre,
c'est que si vous rentrez rien, ça vient récupérer la latest. Donc, ce qui était notre cas ici. Donc, premier point sur le hub, en fait, c'est qu'on est sur l'officiel. Hein, parce qu'il n'y a pas que l'officiel. En fait, là, on va retrouver un peu tout ce qu'on connaît, hein, les grandes solutions logicielles qui sont disponibles. Voilà, il y a l'Ubuntu, Apache, Nginx, pardon, Redis, PostgreSQL, Node.js, etc. quoi. Donc, par contre, si vous recherchez quelque chose comme PHPMyAdmin, voilà, vous voyez qu'ici en fait c'est préfixé un peu à la manière d'un vendeur composeur. Donc là, on n'est pas sur le repository officiel de Docker. Donc là, en fait, ce sont des utilisateurs tiers qui ont mis à la disposition de la communauté des images qu'ils ont montées eux-mêmes. Donc en fait, si on va voir, voilà. Donc là, on vous montre un peu les tags. Je pense qu'on va les avoir ici, hein, tout simplement. Ouais, voilà. Bon, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, si vous ne précisez pas de tag, c'est-à-dire que vous mettez juste ce qu'on avait mis ici, tac tac tac, c'était où, voilà, Docker Run Hello World, ça correspond à un Docker Run Hello World de .latest en fait. Hein. Si vous précisez pas, ça récupère le latest. Mais vous pouvez préciser un tag bien précis pour récupérer une version précise. Donc là, par exemple, pour PHPMyAdmin, on voit par exemple qu'ils ont créé un tag pour la version 4.6, 4.7. Donc si vous voulez récupérer, admettons, pour une raison X ou Y, la 4.6, vous rentrez simplement le tag. Vous voulez récupérer la dernière, vous rentrez rien du tout, vous aurez la latest. Ouais, alors ensuite, donc là ce qu'on vous dit, c'est tout simplement, hop, Docker image ls, donc ls, hein, c'est comme la commande de Unix, hein, c'est pour les lister. Donc on va lister les images, donc voilà. Donc là on retrouve bien notre Hello World présent ici, donc avec le tag latest. Donc qui a été créé apparemment, elle a été mise à jour il y a 5 semaines, donc ouais c'est très light, hein, ça fait 2 kilos. Hein. C'est là quand même qu'on voit le gros avantage par rapport à des VM classiques, quoi. C'est qu'au final on se retrouve avec des footprints vraiment minuscules, quoi. Donc bon là c'est un peu particulier, hein, c'est vraiment il y a 3 fois rien, ça fait sortir qu'une commande de texte. Donc on va de la même façon Docker container S. Donc là en marque il n'y a rien. Si je fais ça, voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait lorsqu'on a fait un run de notre Hello World, ça a juste affiché une commande de texte et puis en fait l'OS il a rendu la main. Et en fait, le fait d'avoir rendu la main, bon ben, on fait un exit, le conteneur lui-même s'est désactivé. Donc voilà, c'est ce qu'on voit normalement ici. Voilà, status exited 6 minutes ago. Donc ce qu'on peut faire, c'est quelque chose d'un petit peu plus intéressant maintenant. On va retourner sur le hub. On va essayer de s'installer quelque chose de très simple. On va retourner dans l'Explore. Voilà, je vais prendre, on va essayer de s'installer Nginx. Donc je vais voir ici, qu'est-ce qu'on propose en tag. Voilà, donc la latest, ça va être la 1.15.5. Donc à noter, vous voyez ici qu'il y a plusieurs alias hein, pour les tags. Hein. C'est important de venir vous préciser une 1.15, oui, c'est pareil qu'une latest. Bon, évidemment, un jour où une 1.16 va sortir, le latest deviendra la 1.16 alors que la 1.15 restera là. Donc, mais vous pouvez très bien rentrer mainline, c'est pareil, quoi. Donc, on voit quand même il y a énormément d'alias, quoi. Ce qui est intéressant, notamment pour PHP, par exemple, plutôt que de vous embêter à rentrer un tag du type 7.1.11, ce genre de choses, mettez 7.1 ou 7 tout court, et ça vous récupérera en fait les dernières disponibles dans la version major spécifiée, quoi.
Donc, bref, donc on va se prendre une latest en Nginx. Donc on va faire, hop. Donc là, c'est déjà un peu plus évolué parce que vous allez voir, quand même, jusqu'ici c'était juste une sortie texte dans la console, donc il n'y a pas de service à proprement parler. On prend une output et puis on la redirige, donc c'est plutôt simple. Là, quand même, si je veux installer un serveur HTTP, il y a quand même une histoire de port à mapper, ce genre de choses. Il y a un service qu'on va proposer. Donc là, ça se retrouve sur la commande. Et comme moi, on fait un docker run comme d'habitude. On précise le nom de l'image, voilà, qu'on veut récupérer. Le nom du container, -name, on va l'appeler web server dans notre cas. Donc on va se retrouver ici avec web server une fois qu'il sera déployé. Publish, donc là voilà, c'est ce qu'on retrouve, hein, serveur HTTP, donc port 80. En fait, on va expliquer que le port 80 du container qu'on va installer, c'est-à-dire le container Nginx, va en fait mapper le port 80 de notre localhost. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça vous permet très simplement de connecter les ports entre les différentes applis et puis finalement faire du port du NAT quoi, hein, du NAT et du PAT quoi, enfin pas du PAT quoi, du port du port forwarding. Donc, et la petite option des tâches, c'est tout simplement pour rendre la main. C'est-à-dire que si je la mets pas, en fait, la console me rendra pas la main, forcément. Donc là, en fait, ça va le lancer et le détacher dans un process à part. Donc, enfin, me rendre la main. Donc je lance, hop. Toujours pareil, elle n'arrive pas à la trouver, va la récupérer, la télécharge. Donc voilà. Puis il l'installe. Donc théoriquement, je l'ai mappé sur le port 80. Donc si je lance mon serveur local, voilà, j'ai un Welcome to Nginx. Donc j'ai bien mon serveur Nginx qui est, voilà, j'ai un serveur web en une ligne de commande, quoi. Enfin un serveur web, un serveur HTTP. Hein. Là, il y a le minimum syndical, on a juste un serveur HTTP, que ce soit Nginx ou Apache, il n'y a pas de PHP, il n'y a rien derrière. Donc, si on regarde cette fois-ci, ls, qu'est-ce que je fais moi? Docker image ls. Donc voilà, on retrouve notre serveur ici, notre image Nginx, voilà, qui a été mis à jour apparemment récemment, qui fait 109 MB. Donc, et si je liste les containers, hop, voilà. Donc, alors à noter que la commande sans argument, container ls, ça vous liste uniquement les containers qui sont actifs. Si je fais un A, voilà, on remarque A pour all, on remarquera qu'en fait, j'ai toujours mon Hello World qui est ici, mais qui est voilà, qui a été juste exécuté une fois. Un Rubian a été créé en 11 minutes, et puis en fait, comme il a rendu la main aussitôt, il a quitté en 11 minutes. Par contre, on voit bien qu'ici, le serveur NX, il est up, hein, puisque forcément, je l'ai détaché. Dans l'image qui a été proposée, en fait, le serveur rend pas la main. Il met en place il lance le service HTTP sur le port 80, il installe une configuration de base et reste tourné. Donc là, en fait, il est toujours up, quoi. Alors, vous notez aussi le port forwarding, il est affiché ici. On vous explique en fait que pour du TCP, on map de 80 vers 80. Voilà. Donc, et on retrouve, finalement, notre petit nom. Donc, voilà. Alors, vous voyez quand même, c'est relativement simple. L'intérêt, évidemment, c'est qu'on va pouvoir déployer comme ça toutes sortes de suites. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, on peut s'installer différentes configurations hardware, différentes configurations de serveurs, en fait, carrément concurrents. Hein. C'est tant que vous avez du CPU et de la RAM, ça tournera, quoi. Donc là-dessus, c'est quand même plutôt bien. Donc, on va essayer de couper tout ça. On va faire un stop web server. Voilà. Donc là, tout simplement, on a fait un run auparavant, je fais un stop, tout simplement pour lui dire couper web server. Donc là, maintenant, si je vais ici, logiquement, ça va plus répondre. Voilà. Donc, et puis je vais purger un peu l'ensemble. Donc,
Container plutôt, non, image. Container, j'ai plus rien qui tourne. Image, Docker, image, ls. Voilà, alors je sais pas d'où vient le Dockerd, là, c'est un peu... Bon bref, ça date d'avant, j'ai pas mal testé différents trucs. Donc. Prune, je sais plus. Voilà, c'était prune, tant pour moi, je crois que je me trompe. Donc oui, je veux tout dégager. Voilà, donc là, ça a tout me délété. On repart de zéro. Voilà qui fait le tour pour cette présentation globale. On arrive quand même à peu près une trentaine de minutes. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour cette fois-ci une partie un peu plus technique qui se concentrera finalement sur les fichiers de configuration qui servent à générer ces images et la possibilité de créer les vôtres tout simplement pour customiser vos images en fonction de vos besoins. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.